Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le diabète et les maladies rénales. La Fondation Durand aimerait remercier nos commanditaires de la série de webinaires 2021, Alexion, AstraZeneca, Horizon, Janssen, Otsuka et Palada. Il existe de nombreux types de maladies rénales. Souvent, les maladies rénales sont associées à d'autres conditions médicales telles que le diabète. La néphropathie diabétique est une grave complication rénale du diabète de type 1 et du diabète de type 2. La plupart des maladies rénales s'attaquent aux unités de filtration du rein, endommageant leur capacité à éliminer les déchets et les liquides en excès. Il n'existe pas de remède, mais il est possible de prévenir l'insuffisance rénale chronique ou de ralentir l'aggravation de la fonction rénale. Au moins la moitié des personnes atteintes de diabète peuvent présenter des signes de lésions rénales précoces. Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner une aggravation des lésions rénales ou une insuffisance rénale. Ce webinaire partagera les expériences de patients atteints de diabète et de maladies rénales et fournira des informations importantes sur le diabète et les maladies rénales. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je me trouve à Toronto, qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. Elle est couverte par le traité 13 avec les Mississauga du Crédit et abrite toujours de nombreux peuples de Premières Nations, des Inuits et des Métis. Sachant que nous travaillons et vivons tous dans différents endroits et que vous vous joignez à nous depuis un autre territoire autochtone traditionnel, j'aimerais encourager tout le monde à prendre un moment pour y réfléchir et le reconnaître. Si vous connaissez le territoire dans lequel vous vous trouvez, je vous invite à le reconnaître dans le chat. Les informations partagées dans le webinaire d'aujourd'hui sont actuelles. En date d'aujourd'hui, 6 décembre 2021. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Vous devriez parler à votre médecin de votre situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter le Dr. Leanne Stoker, directeur de la recherche à la Fondation Durand. Leanne, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour vous annoncer notre investissement d'1 million de dollars pour étudier la maladie rénale. Cette contribution est un nouveau chapitre dans le développement de la recherche de classe mondiale sur la maladie rénale et souligne notre engagement à améliorer les résultats pour les personnes dont le santé rénale peut être affectée par le diabète. Nous sommes fiers de soutenir le Dr. David Cherney, son programme de recherche pan-canadien, dans le cadre de leur projet intitulé The Sodium Glucose Co-Transport to Inhibition Diabetes and Kidney Function Loss in Type 1 Diabetes, Sugar and Salt. On a découvert de nouveaux traitements appelés inhibiteurs de la SGLT2 qui réduisent le risque d'insuffisance rénale et de maladies cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète type 2. Ces médicaments peuvent retarder le besoin de dialyse de 15 ans ou l'éviter complètement. Malheureusement, on ne sait pas si ces médicaments sont également bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète type 1. Les résultats de ces travaux pourraient changer la vie de patients. Il s'agit d'une avancée attendue depuis longtemps dans notre capacité à protéger les patients diabétiques contre le risque de maladie rénale. De plus, cette subvention s'engage à inclure, valoriser, écouter les voix de ceux qui ont une expérience vécue. En tant qu'organisation centrée sur le patient, nous soutenons pleinement cette étape essentielle. Elle permet de comprendre comment les options de traitement peuvent se traduire par de meilleurs résultats. Elle modifie la culture de la recherche et de la conception d'essais cliniques pour les centrer directement sur les besoins du patient. Les résultats de ces travaux pourraient permettre d'améliorer les connaissances et les stratégies d'intervention, ainsi que les options de traitement et de prévention. Pour les personnes atteintes de diabète type 1, si nous parvenons à réduire le risque d'insuffisance rénale, nous pourrons leur offrir un avenir plus radieux là où c'est le plus nécessaire. Merci beaucoup, Liane. Alors maintenant, j'aimerais reconnaître nos présentateurs.
Merci à tous d'avoir pris le temps de partager ces informations importantes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de contenu à couvrir, alors n'hésitez pas à visiter notre site web pour leur bio complète. Je suis donc heureuse de vous présenter Charles Cook. Il a reçu 2 transplantations. Il a reçu une transplantation cardiaque au printemps 2016 et 1 an et demi plus tard, à l'automne 2017. Il a développé un diabète induit par la prednisone en 2019 comme effet secondaire du traitement pour une maladie pulmonaire. Son diabète est actuellement en rémission. Il est en mesure de contrôler sa condition grâce à son régime alimentaire et à l'exercice. Il est bénévole de longue date, actif et enthousiaste, à la fois pour le programme des ambassadeurs de la transplantation et pour la Fondation du Rein. Le docteur Justin Chun est néphrologue et professeur adjoint à l'Université de Calgary. Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en biologie cellulaire à l'Université de l'Alberta, puis son diplôme en médecine, sa résidence en médecine interne et sa bourse de recherche clinique en néphrologie à l'Université de Calgary. Il a effectué un stage postdoctoral au Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, en tant que boursier Crescent dans le laboratoire du Dr. Martin Pollack, où il a appris de nouvelles approches génétiques et s'est entraîné à cultiver des organoïdes rénaux et découvert un rôle pour les gouttelettes lipidiques dans les maladies rénales. Il est actuellement un nouveau chercheur de Crescent et le directeur adjoint du programme de médecine de précision en néphrologie de l'Université de Calgary. Le Dr. Christopher Kennedy est un scientifique principal au sein du programme des maladies chroniques et du centre de recherche sur le Rhin de l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Il est professeur titulaire à la faculté de médecine, département de médecine de l'Université d'Ottawa. Il participe à de nombreux comités d'examen par les pairs et conseils consultatifs. Il a été le représentant de l'Association des facultés de médecine auprès du Conseil canadien de protection des animaux, a siégé au comité des normes CCPA et a siégé pendant plus de 10 ans au comité de protection des animaux de l'Université d'Ottawa. Le programme de recherche Dr. Kennedy constitue un environnement de formation fertile pour les étudiants de premier, deuxième et troisième cycle et est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, la Fondation canadienne du Rein et la Fondation canadienne pour l'innovation. Toutes les biographies sont disponibles sur demande sur notre site web. À vous, Charles. Bonjour, je suis Charles Cook. Je souffre de maladie rénale et de diabète type 2. J'ai reçu un cœur en 2016 et en 2017, un vendredi 13, j'ai reçu... alors, je vais partager avec vous une histoire assez intéressante avec vous, mais d'abord, je veux vous dire que la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est vous parler du diabète et de la maladie rénale, parce que nous savons que le diabète est une des principales causes de la maladie rénale. Mais moi, ce n'est pas mon diabète qui a causé ma maladie rénale. En fait, c'est bien après ma greffe du rein que j'ai développé le diabète. Et pourquoi j'ai eu besoin d'une greffe rénale? C'est à cause de problèmes cardiaques. Vous êtes confus? OK. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer comment ça a fonctionné. Je suis née avec un problème de myopathie hypertrophique cardiaque. Je ne savais même pas, avant d'avoir 17 ans, que j'avais cette maladie. Au fil du temps, cette maladie a fait en sorte que mon cœur a épaissi, le muscle cardiaque a épaissi et il ne pouvait plus se contracter correctement. Alors, j'ai eu des problèmes cardiaques. J'avais le choix entre une transplantation cardiaque, un cœur artificiel ou la mort. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la relation entre ma greffe de cœur, ma greffe de rein et mon diabète. Quand on m'a diagnostiqué avec cette insuffisance cardiaque, mon cœur était en tellement mauvais état que j'ai eu besoin d'une greffe cardiaque et la chirurgie qui devait me sauver la vie a fait en sorte que j'ai perdu beaucoup de sang. Mes reins en ont souffert. Donc, après ma chirurgie, on pensait que mes reins pourraient revenir grâce à la dialyse à leur état initial, mais ça n'a pas été le cas. Donc, depuis ma chirurgie jusqu'à ce que j'ai ma greffe rénale, j'ai été en dialyse péritonéale. En fait, je me suis réveillée suite à ma chirurgie
branché à une machine de dialyse. C'était difficile. Mon hémodialyse s'est passé en deux parties. Au départ, je le faisais dans les centres et ensuite, j'ai fait cette hémodialyse à la maison. Afin de faire la transition, j'ai suivi un programme de formation. Et ensuite, à la fin de cette formation, j'ai eu un appel pour mon cœur, donc je suis allée à l'hôpital général de Toronto où j'ai eu une greffe cardiaque qui a bien réussi. Mais il y avait encore quelque chose. Quand ils m'ont mis le cœur, ils l'ont attaché à mon aorte et ma valve aortique était endommagée. Donc, et elle l'est depuis. Mais j'ai bien toléré les choses, mais devrais probablement la faire remplacer éventuellement. Donc, après ma chirurgie de greffe, je faisais des échocardiogrammes à peu près à tous les 3 mois pour surveiller la valve. Et les médecins surveillaient également la taille de mon cœur pour être sûr qu'il ne s'était pas élargi à cause de cette fuite que j'avais au niveau de la... Et on m'a fait également des biopsies pour s'assurer que je ne faisais pas de rejet. Pour empêcher les rejets, on m'a mis sur 3 médicaments anti-rejet, Prograf, prednisone et Myfortic. Après la greffe cardiaque, les choses se sont relativement bien passées. Je suis retournée à la maison, j'ai continué avec ma dialyse. Mais après un certain temps, mon cœur, mon corps s'était remis. Alors, on pensait que j'allais être OK pour une deuxième chirurgie. Donc, on m'a offert une greffe. Donc, ça faisait 15 mois que j'étais en hémodialyse à la maison quand on m'a rappelé pour la greffe rénale. Et là, je suis retournée à l'hôpital général de Toronto et on m'a fait cette greffe rénale. Bon, encore une fois, les choses se sont passées de façon un peu spéciale, mais j'en reparlerai. Donc, j'avais là un nouveau cœur, un nouveau rein, les deux fonctionnaient bien. On surveillait mon cœur, on faisait des biopsies, des échocardiogrammes pour s'assurer que mes reins allaient bien, que tout allait bien. Et les bonnes nouvelles, c'était que les médicaments que je prenais, les médicaments anti-rejet que je prenais pour mon cœur étaient également valables pour mes reins. Donc, on n'a rajouté aucun médicament. Donc, on a continué comme ça. On est passé à l'été 2018. Je faisais des tests sanguins. Et là, on m'a trouvé un virus qu'on appelle le Kielmioma qui avait attaqué mes reins. Donc, on a dit qu'il fallait combattre ce virus avant de me permettre à mon système immunitaire de se battre. Alors, c'est, ouais, OK. Mais je me disais, bon, voyons ce qui va se passer. Ils m'ont enlevé mon Myfortic. On a fait des tests sanguins et la charge virale avait diminué de façon importante. Alors, on a dit, ouais, super, ça fonctionne. Donc, on a attendu quelques semaines, on a refait des tests sanguins. Et là, encore une fois, la charge virale avait diminué. Alors, on voyait que ça fonctionnait vraiment. Et là, c'était le temps pour moi d'avoir un ECG et une biopsie cardiaque. Et pour ceux d'entre vous qui se disent, OK, mais là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, si on enlève les médicaments anti-rejet à quelqu'un qui en a besoin, qu'est-ce qui arrive? Vous avez des rejets. Bon, c'est ce que ma biopsie a démontré, c'est que mon cœur voulait, souffrait de rejet. Alors, on m'a dit, on va te redonner un médicament anti-rejet qui a les mêmes propriétés que le Myfortic, mais on doit trouver quelque chose qui est beaucoup plus doux pour tes reins. Alors, on m'a donné le Sirolimus et mon cocktail était donc Prograf, prednisone et Sirolimus. Alors, on a continué avec ça pendant quelques semaines. Et là, on a refait des tests sanguins, la charge virale avait diminué. On allait dans la bonne direction. Donc, c'était une bonne nouvelle. Et là, on a refait une biopsie qui a démontré que mon cœur n'était plus rejeté par mon corps. Donc, encore une bonne nouvelle.
On a continué avec cette routine, biopsie, ECG, examen sanguin jusqu'à fin printemps 2019. Et là, je suis allée, on m'a fait une biopsie, un échocardiogramme, et là, le médecin a regardé les images et a dit, on dirait que ton cœur commence à grossir. Et ça, c'est un signal qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose avec la valve. Alors, il m'a dit ce qu'on veut faire. T'enlever ta sirolimus parce qu'on sait que ce médicament ralentit la guérison après une chirurgie. Et j'ai dit, OK, ça a de l'allure. Et ensuite, on va faire un autre test pour s'assurer qu'à part cette valve qui finit, tout le reste est correct. Alors, on m'a fait un CAT scan de la poitrine, mais malheureusement, tout n'était pas correct. En fait, ça leur a montré que mes poumons étaient très embrouillés. Ils ont dit, un instant, on doit voir ce qui se passe avec tes poumons. On m'a donc envoyé voir un respirologue, un pneumologue, et il m'a dit, on dirait que tu as une pneumonie, un type particulier qui est un effet secondaire du médicament sirolimus. Le traitement, c'est de la prednisone à haute dose. Mais il m'a dit que l'un des effets secondaires de la prednisone à haute dose, c'était qu'au fil du temps, cela peut éliminer le sucre sanguin et créer du diabète. J'ai dit oui, je sais, parce qu'après avoir eu ma transplantation rénale, le médecin m'a dit la même chose. Ils m'ont mis immédiatement après ma greffe rénale à 100 mg de prednisone par jour. Et il m'a dit, vous êtes en état pré-diabétique. Et moi, un état pré-diabétique, ça voulait dire avant le diabète. Mais je ne voulais pas me ramasser avec un diabète, mais je comprenais les problèmes. Donc, on a surveillé cela au fil du temps avec les tests sanguins. Bon, là, on me remet sur la prednisone à 60 mg pendant 6 semaines. Je suis retournée faire des tests sanguins et ça a démontré que mes poumons allaient mieux. Alors, on a réduit la dose de 60 à 50 pendant un certain temps et là, mes poumons allaient mieux. Donc, je continuais à faire mes tests sanguins toutes les 2 semaines pour mes reins et on surveillait mon glucose sanguin également. Quelques semaines plus tard, j'ai refait des tests sanguins et j'en faisais toujours le mardi à 6 heures le soir. Généralement, les résultats étaient disponibles en ligne. Donc, ce soir-là, je n'avais pas encore vérifié mes résultats et le téléphone a sonné. C'était un médecin de l'Hôpital général de Toronto qui m'a dit, on a reçu les résultats de ton test de ce matin et ton glucose sanguin est à 37. C'est très élevé et il va falloir que tu aies à l'urgence le plus rapidement possible parce que après 34, vous pouvez entrer en coma diabétique. Il a dit, tu as le choix. Tu peux venir à l'hôpital général de Toronto et on va s'occuper de toi, ou tu peux aller à ton urgence locale. Et dans ma tête, je me dis, bon, il y a une situation d'urgence, il faut être traité le plus rapidement possible. Je peux conduire 1 heure et demie pour aller à l'hôpital général de Toronto ou aller à l'hôpital régional à 7 minutes d'ici. Donc, je suis allée à l'hôpital de Grand River. Ils ont vérifié mon glucose sanguin et le scanner peut aller jusqu'à 34 seulement. Alors, ça a dit hors cadre. Et alors, on m'a fait entrer à la salle d'urgence et on m'a monté aux soins intensifs dans le milieu de la nuit. Et là, ils m'ont branché sur des liquides en intraveineuse, des médicaments en intraveineuse. On a vérifié mon glucose sanguin. Et là, mon glucose était à 52. Ça veut dire que mon sang était devenu du sirop pratiquement. Ça n'allait pas bien parce que tout était déséquilibré, mais je savais que c'était une situation critique. Il m'a dit,
tu es dans ce qu'on appelle une ketoacidose diabétique. Ils m'ont gardé pendant 3 jours sous médication et tout, et ensuite, on m'a laissé partir. Je suis entrée en état d'acidose, kétoacidose diabétique, et ils m'ont laissé repartir en tant que diabétique dépendant de l'insuline. Alors, c'est un changement de style de vie complet, mais je remercie Dieu pour l'équipe du Centre de formation de l'hôpital de Grand River et de l'hôpital général de Toronto parce qu'ils m'ont aidé à passer au travers. Ça m'a pris environ 1 an pour laisser tomber l'insuline parce qu'à chaque fois qu'on vérifiait mes poumons, les doses de prednisone diminuaient au point où mon corps était capable de gérer l'augmentation de glucose sanguin créée par le prednisone jusqu'à ce que ça se résorbe. Et je suis heureux de vous dire qu'il y a 1 semaine et demie, lorsque mon endocrinologue a fait le dernier test, mon diabète est en rémission. Le médecin a dit que j'allais très bien. Mon régime, mon exercice fonctionne bien. Continue à faire ce que tu faisais. On ne doit pas toucher à ta médication. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux avoir un sourire ce matin après une greffe cardiaque, une greffe rénale, un diabète insulinodépendant et vous dire que tout considéré, je vais bien, je me sens bien. Et ça, c'est mon histoire jusqu'à maintenant. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais laisser la parole au médecin. Merci. Bonjour, je vais aborder le sujet. Merci pour cette présentation, cette invitation à participer à ce webinaire. Et j'aimerais également reconnaître que je suis dans la région de Calgary, la région de Dakota, il y a également des métis chez nous. Je veux maintenant dire à l'auditoire ce que nous faisons et vous parler de nouvelles avancées très intéressantes. Ces 3 points que nous voyons à l'écran, c'est écrit, bon, imaginez si vous le pouvez, mais après toute ma formation, après 2 décennies de formation scientifique, je me disais, imaginez-vous si je pouvais aider à comprendre ce qui cause la maladie rénale diabétique, développer de nouveaux médicaments qui conviennent mieux aux patients et ce qu'on peut faire au niveau des nouveaux reins. Et je pense que pour la première fois, le point numéro 1 nous parle beaucoup en tant que cliniciens, médecins, parce qu'en comprenant la maladie rénale, nous pouvons développer de nouveaux traitements grâce à la recherche fondamentale. Et pour ceux d'entre vous qui souffraient de maladie rénale et être sous thérapie comme greffe rénale ou dialyse rénale, il y aura d'autres médicaments qui pourront retarder la progression de la maladie. Donc, on a pris le sang de certains patients, avons pris des cellules sources et qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Parce que je suis néphrologue, moi, je voulais m'intéresser aux maladies rénales et il y a environ 6 ans, des protocoles ont été développés, nous permettant de prendre ces cellules souches et de travailler. Et à droite, vous pouvez voir l'une des unités de filtration qu'on appelle un néphron. En rouge, ce sont les vaisseaux sanguins. En jaune, les tubules et le réseau de filtration d'une seule unité. Et ce que nous sommes maintenant capables de faire, c'est de cultiver ces néphrons, ou du moins une structure qui y ressemble beaucoup, mais il y a des limites. Et les limites que nous connaissons, c'est que nous n'avons pas été capables de les amener à maturité complète ou d'y intégrer des vaisseaux sanguins leur permettant de bien faire leur travail.
Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'essayer de voir si on pouvait utiliser la maladie rénale diabétique en prenant des patients diabétiques, en prenant leur sang et en modifiant ça pour en faire des cellules souches afin de modéliser la maladie pour essayer de développer un traitement qui soit sur mesure pour chaque patient et qui permettent de mieux répondre à différents types de médicaments. Et en bout de ligne, on espère être en mesure de pouvoir générer un rein mature qu'un jour, on pourra peut-être transplanter chez un patient et nous espérons être capables de le faire à partir des cellules souches du patient, de sorte qu'il n'ait pas besoin de médicaments anti-rejet. On a entendu l'histoire de Charles et nous savons que parfois, ça endommage les reins. J'espère que d'ici la fin de cette séance, plusieurs d'entre vous pourraient retenir qu'il y a eu énormément de recherches de fait sur le diabète et la maladie rénale diabétique. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu parler du Dr. Doug Moulton, qui était dans le New York Times il y a quelques semaines, les cellules souches ont été prises pour en faire des cellules productrices d'insuline qui ont réussi à guérir un patient souffrant de diabète type 1. Et on en est aux essais cliniques pour rendre ça disponible à la population générale. Ça a pris 30 ans, 15 millions de dollars au moins d'investissement et n'a pas encore été approuvé pour tous les patients. Mais ceci étant dit, nous avons les mêmes espoirs pour la maladie rénale diabétique et nous espérons qu'un jour, nous serons capables de faire pousser de nouveaux reins qui pourront être transplantés. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Christopher Kennedy. Je suis un scientifique principal au sein du programme des maladies chroniques de l'Université de l'hôpital de l'Université d'Ottawa et nous sommes en territoire traditionnel algonquin. Je veux simplement remercier les organisateurs de m'avoir donné cette possibilité de vous parler un peu de ma recherche et je veux remercier Charles pour son histoire et le courage qu'il a eu pour passer à travers tout ce à travers quoi il est passé. Mon travail, c'est une petite, je le dis, une petite tentative d'essayer de développer, d'écrire quelque chose qui est peut-être gênant un peu pour la communauté de chercheurs, même si dernièrement nous avons vu arriver différents médicaments inhibiteurs de la CGL2. Nous savons que nous pourrions faire mieux et nous essayons de trouver de nouvelles cibles d'intervention thérapeutique et mon laboratoire se concentre sur l'identification de nouvelles cibles qui pourraient éventuellement être utilisées pour des interventions thérapeutiques dans les maladies comme le diabète généré par les maladies rénales. Bon, le diabète vient avec plusieurs conditions qui peuvent toucher les reins. Bien sûr, nous avons un mauvais contrôle du glucose sanguin, du sucre sanguin, qui peut atteindre des pointes s'il est mal géré, et qui peut nous amener à différents facteurs d'inflammation et de cicatrisation. Et cela peut nuire sur une période de plusieurs années à la fonction rénale et chez certains patients générer une insuffisance rénale et les obliger à avoir soit une dialyse. Alors, comment est-ce que ça se produit? Mon laboratoire, en partie, s'est penché sur essayer de déterminer ce qui se passe au niveau du rein. Et nous avons vu que nous avons une réaction ROS, donc avec l'oxygène. Il s'agit d'un groupe de molécules produites pendant la maladie et qui fait en sorte que
il y a un mauvais contrôle de l'oxygène qui peut causer des problèmes. Alors, quel est ce ROS? Eh bien, c'est une molécule d'oxygène. Bien sûr, ça, on en a besoin, mais il y a un électron qui s'y ajoute et qui fait qu'il réagit fortement avec certains éléments au sein de la cellule de votre corps qui peut endommager la structure, les enzymes, les protéines et toutes sortes de choses à l'intérieur des cellules, y compris les cellules rénales. Donc, moi, ce sur quoi je me concentre, ce sont les cellules des filtres rénaux qu'on appelle les podocytes. Il s'agit d'une micrographie électronique ici qui nous montre ces podocytes. Ces cellules sont très complexes en architecture, en structure et elles servent de tamis ou de filtre, si vous voulez, à travers lequel le sang passe et qui retient les choses qui sont dans le sang et dont on veut se débarrasser et les éliminer dans l'urine. Et l'une des choses que vous devez retenir, c'est l'albumine. Il s'agit d'une protéine, c'est celle qui est le plus abondante au niveau du sang. Et lorsque le filtre ou les filtres créés par les podocytes sont touchés, eh bien, on retrouve cette albumine dans l'urine. Et ça, c'est l'une des choses que le médecin voit immédiatement en faisant un examen d'urine. Et il voit la présence de cette protéine albumine. Et donc là, ils savent que quelque chose ne va pas avec le système d'infiltration de vos reins. Donc, ici, on voit à quoi ressemblent ces cellules chez un patient sain. Alors, on voit l'architecture ici d'un rein sain, c'est là où le sang est filtré. Mais quand on a un diabète, dans un certain temps, le filtre se désagrège et les podocytes sont blessés. Donc, nous croyons que les espèces qui réagissent à l'oxygène vont passer d'un podocyte santé à un podocyte blessé. Et je m'entends parler de cette analogie comme un gardien de but. Dans une situation saine, vous êtes capable d'arrêter la rondelle, qui est l'albumine, la protéine, mais sinon, ça va passer à côté. Et je m'excuse pour les Canadiens de Montréal ici avec mon image, mon analogie. Vous allez vous rappeler de celle-là où Carey Price avait été blessé. Si, bien sûr, le gardien de but est blessé, il n'est pas capable de filtrer correctement et les podocytes passent. Donc, le filtre va être moins étanche et va causer une albuminurie, donc présence d'albumine dans les urines. Comment est-ce que cela se produit? Comment est-ce qu'on perd le contrôle là-dessus? Eh bien, si on peut identifier de quelle façon ça se passe, on pourra peut-être mieux cibler nos interventions thérapeutiques. Alors, on a nos petits podocytes ici, ça a l'air de pieuvre, et croyez-le ou non, c'est la mascotte officielle de la Société des podocytes qui se rencontre chaque 2 ans. On essaie de s'amuser un peu avec ça quand même. Et nous avons donc identifié une enzyme qu'on appelle le NOX5, NVPH oxydé 5, qui fait en sorte que l'oxygène devient nuisible pour les reins. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré au cours des 5 dernières années. Chez les humains, on a été en mesure de démontrer que les gens qui n'ont pas de diabète, on le voit ici en vert, donc ces gens n'ont pas de ce NOX5. Mais si on regarde les individus touchés par le diabète, on regarde leur rein, le système de filtration, on voit en rouge cette protéine NOX5 qui peut être décelée dans le filtre. Donc, est-ce que c'est vraiment important? C'est bien à voir, mais est-ce que ça joue vraiment un rôle pour endommager les reins? Et c'est la question qu'on se pose. Donc, dans notre laboratoire,
Nous avons utilisé la souris, mais il y a un problème avec la souris. La souris n'a pas ce gène particulier qui peut encoder le NOX5. Donc, il n'y a pas de NOX5 chez les souris. Donc, que fait-on? On a été capable de fabriquer ce qu'on appelle une souris transgénique. On a pris ce gène humain qui amène cette expression du NOX5 chez les humains et on l'a donné à la souris. On l'a humanisé, ou en tout cas, on l'a rendue un peu plus humaine à cause de cela. Mais pour vous raccourcir cette histoire, lorsqu'on donne du NOX5 à ces souris, sans même les rendre diabétiques, on est capable de voir que le travail de filtration du rein laisse passer l'albumine. Eh bien, cela signifie peut-être que le NOX5 joue un rôle important dans le diabète pour créer la génération d'oxygène nocif, nuire aux cellules du rein. Et cela, ça pourrait avoir un impact important. Beaucoup de compagnies pharmaceutiques en Europe sont en train de travailler sur des inhibiteurs de NOX5. Donc, ce seraient des médicaments qui cibleraient ou empêcheraient l'activité de cette enzyme, donc, par là même, réduire les dommages qui peuvent être causés à la barrière de filtration. Donc, on est encore très loin de ces médicaments et de leur arrivée sur le marché, mais au moins une partie de ma recherche a été capable de démontrer que ce NOX5 pouvait être une cible intéressante pour les interventions futures. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions plus tard. Merci. Merci beaucoup à nos conférenciers d'aujourd'hui. Une chose que je dois vous faire remarquer, c'est que nos conférenciers aujourd'hui, Dr. Kennedy, vous avez déjà fait votre présentation à plusieurs reprises. C'est super intéressant, Charles, ton histoire, les précisions que tu veux donner pendant la période questions-réponses et ta rémission. C'est super, merci. Dr. Chan, même chose, de nous avoir fourni des informations sur votre recherche. Nous avons quelques questions. Une d'entre elles, c'est au niveau des cellules souches. Quand est-ce que ce sera disponible à Calgary? C'est un peu ciblé, mais peut-être Dr. Chan, allez-vous être capable de commenter là-dessus? J'ai un patient qui a reçu une greffe et les cellules étaient récupérées du pancréas. C'est le docteur Shapiro Edmonton a une équipe là-bas où il utilise un protocole pour le faire. Ils ont revu certains de leurs protocoles, ils ont amélioré les versions. Donc, j'ai certains patients qui peuvent en profiter sans utilisation d'insuline, mais il y a également des complications un peu comme ce que Charles a compté, surtout à cause des médicaments anti-rejet qui peuvent générer certaines complications. Merci beaucoup pour cette précision. Charles, est-ce qu'on peut parler des petits points dont tu voulais nous parler? Y a-t-il autre chose que tu aimerais partager avec l'auditoire aujourd'hui? Oui, bien sûr. La première chose, c'était au niveau du cœur. La greffe s'est bien passée, mais il y avait cette valve qui ne fonctionnait pas bien. Elle devra être changée à un moment ou à un autre. Au niveau du rein, la greffe s'est bien passée, mais la journée où je devais quitter l'hôpital, ils ont reçu un test, un résultat de test positif d'une infection chez mon donneur. Et donc, le rein qu'on m'avait donné est infecté. Donc, j'ai dû recevoir une médication en intraveineuse pour traiter cette infection. Ils ont trouvé ça un vendredi et tout le monde était parti. Donc, j'ai dû rester une fin de semaine supplémentaire pour qu'on puisse me mettre un pickline le lundi suivant. Et après, tout allait bien. Je recevais ma médication en intraveineuse et les choses se sont bien déroulées par la suite. Donc, ça, c'était la première chose à se passer avec ma greffe rénale. On a un commentaire de quelqu'un de l'auditoire. Bon,
Merci pour cette information sur les petites choses spéciales qui se sont passées. Si vous avez des questions, des commentaires, alors mettez-les dans le volet QR et nous serons heureux d'y répondre. Ça peut être pour Charles, Dr. Chang, Dr. Kennedy. Alors, ils attendent vos questions eux aussi. Il y a eu beaucoup de Zoom cette année, donc vous devriez être habitué au Zoom et être capable de partager vos questions. Dr. Stoker, avez-vous des commentaires à passer? Non, je n'ai rien pour aujourd'hui. Mais je veux faire écho à vos remerciements aux présentateurs. Merci à Charles d'avoir partagé son histoire. Merci à nos chercheurs de nous avoir expliqué de façon simple ce qui pourrait être très compliqué. C'était vraiment génial de vous avoir aujourd'hui, de nous avoir aidés à communiquer à toute la communauté. Ces nouveautés, ces bonnes nouvelles qui nous attendent. Oui, merci d'avoir réussi à simplifier vos résultats de recherche en des termes plus faciles à comprendre pour la population générale. Il y a toujours une possibilité de nous joindre à la Fondation des maladies rénales. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Nous les transmettrons à Charles, Dr. Stoker, Dr. Chan, Dr. Kennedy. Nous sommes là pour vous fournir toutes les ressources nécessaires sur la maladie rénale. Nous vous invitons également à visiter la cuisine communautaire du Rhin pour obtenir des recettes, des informations, des outils pour vous aider à gérer votre régime rénal. Nous sommes là également pour aider des groupes par l'intermédiaire de nos antennes régionales. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions ou pour parler avec quelqu'un dans votre communauté ou pour accéder à d'autres documents et ressources éducatives. Avant de terminer notre journée, nous avons une question supplémentaire ici. Alors, quel signe de diabète quelqu'un qui souffre de maladie rénale devrait-il surveiller s'il y en a? Dr. Chan, je crois que je vais vous envoyer cette question. En général, la maladie diabétique rénale, c'est une chose, mais pour le diabète en général, vous pouvez avoir des symptômes comme soif accrue ou production urinaire accrue. Ce sont des symptômes de diabète. Si vous avez des changements au niveau de la vision, ça peut être une complication également, une complication importante. Et parfois, des problèmes neurologiques, par exemple, comme des fourmillements dans les pieds, dans les mains. Bon, la maladie rénale est une maladie silencieuse. On n'observe pas nécessairement les changements jusqu'à ce qu'on arrive à un stade avancé. Merci beaucoup. Très bien. S'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole à Janice et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles fêtes et nous aurons hâte de vous revoir en 2022 pour notre série de prochains webinaires. Alors, je laisse la parole à Janice. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur le diabète et les maladies rénales. Lorsque le webinaire sera terminé, votre ordinateur s'ouvrira sur une nouvelle page vous demandant de répondre à notre enquête de satisfaction sur le webinaire. Vous recevrez également un email de suivi concernant une enquête et si vous souhaitez y répondre ultérieurement. Vos commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre série de webinaires. Nous vous remercions donc de prendre un moment pour y répondre. Vous recevrez également un courriel de suivi dans les 3-5 jours avec un lien pour visionner l'enregistrement à la demande. Au nom de la Fondation, je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. Profitez-en bien du reste de votre journée. Merci.